E me loga sua parti ai monta. Alors salut a tutti, siamo oggi allo scontro di Daniele Eussir in New Richmond, un paese di Quebec, più precisamente in Gaspésie. Daniele Eussir è professore all'Università di York in Toronto. Allora, Daniele, perché la toponimia vi interessa? Mon intérêt a commencé quand je faisais de la linguistique Micmac et que j'ai rencontré un nouveau collègue Micmac qui m'a présenté les répertoires de noms de lieux Micmac rassemblés par le Père Pacifique au début du 20e siècle. J'ai trouvé ça fascinant. Et peu après, le Mi'kma'way Ma'wiomi secrétariat de la Gaspésie, donc le conseil tribal Micmac, m'a demandé d'étudier de plus près les noms de lieux Micmac pour voir si on pouvait y trouver éventuellement des preuves de l'occupation pré-européenne du territoire. Parce que les gouvernements contestaient la présence Micmac en Gaspésie. Ils disaient que les Micmacs étaient arrivés ici après 1763, le traité de Paris, et dans dans la jurisprudence sur les revendications territoriales, il était établi que les Autochtones qui étaient sur un territoire actuellement devaient l'avoir occupé avant 1763. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder les noms de lieux et que j'ai fini par me rendre compte que les noms de lieux eux-mêmes racontent une histoire. Et comme j'ai pu prouver leur ancienneté parce qu'ils correspondent à des sites archéologiques multimillénaires. C'est ainsi que j'ai pu prouver la présence Micmac en Gaspésie bien avant 1763. Allora, una seconda domanda. Per voi, quando è principiata la toponimia Micmac e i primi stampi scritti? Oui, la toponymie Micmac, bien sûr, elle a commencé, j'imagine, en même temps que la présence des ancêtres des Micmacs sur le territoire ici, parce que la toponymie archaïque, elle est très différente de la toponymie moderne ou historique, dans le sens que pour les anciens peuples sans écriture, la toponymie, c'était comme un récit qu'on faisait de la progression dans un territoire ou un paysage. On disait, par exemple, tu vas voyager vers l'est, là tu vas trouver une rivière avec une large embouchure. Alors, rivière avec une large embouchure est devenue un toponyme. Tu vas monter cette rivière-là, tu vas trouver une fourche. Tu ne la prends pas. Tu continues plus haut dans la rivière, tu vas trouver encore une fourche. Bon, comme sur notre rivière ici, on a Niktueg, une fourche, et un peu plus haut sur la rivière, Apniktueg, encore une fourche. Alors moi, quand j'étudie les noms de lieux, je sais dans quel sens les gens voyageaient sur la rivière lorsqu'ils l'ont nommée. Ils voyageaient du sud au nord et non du nord au sud. Tout ça pour dire que les toponymes ont existé bien avant la découverte du Nouveau Monde et les gens s'en servaient. C'était leur indice géographique, si on peut dire. On peut dire que le nom des rivières et des lacs, c'était comme des noms de routes, d'autoroutes et de squares dans une ville de place. Les premières traces écrites de la toponymie, bien sûr, c'est avec l'arrivée des Européens. Dans le cas qui nous concerne, nous, Jacques Cartier il a nommé certains lieux, mais il a mentionné des lieux autochtones aussi. Par exemple, il a nommé la baie des Chaleurs en français,
En Mi'kmaq, c'est Maui-Boktabe, qui veut dire la grande baie. Okay. Il a nommé le fleuve Saint-Laurent, mais il existe un nom Mi'kmaq qui c'est Canada avec Jissibou, la grande rivière du Canada. Et d'ailleurs, on voit que Champlain parle du Saint-Laurent, mais il parle aussi de la grande rivière du Canada, parce que ses interprètes ont dû la nommer comme ça. On a des répertoires de tous les noms de lieux que Cartier a consignés dans ses carnets de voyage. On a aussi tous les noms de lieux que Champlain a consignés. Et puis on peut voir, surtout avec Champlain, parce que Cartier visiblement n'avait pas d'interprète, mais Champlain avait des interprètes. Champlain, qui était son premier voyage en 1604, déjà, à cause des rencontres des pêcheurs dans le golfe du Saint-Laurent, déjà les Autochtones avaient appris à parler un peu de français. Et on sait aussi que, en particulier les Mi'kmaq, avaient déjà envoyé des jeunes en France pour apprendre la langue. Alors, il y avait un bilinguisme disponible chez les jeunes autochtones. Et puis, les Français aussi ont commencé, avec Champlain, à amener des jeunes Français à les laisser avec les Mi'kmaq pour qu'ils apprennent la langue. On les appelait les truchons. Ceux qui, et puis, c'est connu maintenant dans l'histoire que tous les explorateurs qui sont venus en Amérique, du Nord en particulier, ont eu recours à des guides autochtones bilingues. Et au début, les explorateurs consignaient beaucoup de noms de lieux autochtones parce que ça augmentait le caractère exotique de leur rapport. Mais quand ils ont commencé à avoir des velléités de colonisation pour attirer des Européens ici, s'il y avait trop de noms autochtones sur les cartes, ça effrayait les gens, ils disaient on s'en va dans des pays de sauvages. Alors ils ont commencé à effacer les noms autochtones pour les remplacer par des noms français ou anglais. Et c'est comme ça qu'il y a bien sûr une grande partie de la toponymie qui s'est effacée. Mais dans le cas Mi'kmaq, on a beaucoup de chance parce que la Gaspésie a été peuplée par des Français et des Anglais très tardivement. Alors, les noms de lieux Mi'kmaq, c'était déjà assez bien fixés dans le contexte écrit. On en avait encore beaucoup. Allora, quali sono i conseguenze di colonizzazioni che il Québec ha conosciuto? C'est sûr que les Autochtones ont perdu l'hégémonie sur leur territoire et ils ont perdu l'accès aux ressources que représente le territoire. Surtout à partir du moment où ils ont été enfermés dans des réserves. Le deal était que le gouvernement fédéral allait les nourrir, comme ça ils n'auraient plus besoin d'aller chasser ou pêcher. Mais c'était remplacé du saumon et de la viande rouge par du pain, de la farine, du sucre, etc. Donc ça a été assez dévastateur pour leur santé aussi. Mais peut-être encore le plus, je dirais, le plus triste, le plus cruel de la part de la colonisation, c'est que dans la vision du monde autochtone, Mi'kmaq en particulier, on voit le rapport au territoire comme un rapport de gardiennage, de stewardship en anglais. L'humain est le gardien de la santé du territoire, de l'équilibre. Il n'est pas là pour l'exploiter, il est là pour prélever seulement ce dont il a besoin
et s'assurer que personne ne va venir déranger le territoire ou l'appauvrir. Alors, quand ils ont perdu leur hégémonie, ils ont perdu cette possibilité-là de gérer eux-mêmes leur territoire, et ça a été pour eux une diminution humaine, une frustration humaine. C'est comme dire à un Corse qu'il n'y a pas le droit d'aller à la mer, il n'y a pas le droit d'aller sur l'eau. Bon. Et puis aussi, une autre défaite qui a été causée aux Autochtones par le colonialisme, c'est que les sociétés autochtones étaient toutes fondées sur, je dirais, la politique du don et du contre-don. Je te donne des fourrures pour t'habiller. Quand j'aurai besoin de quelque chose, tu vas me le donner. Et c'est comme ça que les Blancs ont fini par voir les Indiens comme des quêteux, parce que les Indiens donnaient, puis ils s'attendaient à recevoir, mais ils ne recevaient jamais autant qu'ils donnaient, alors ils allaient comme rappeler leur devoir aux autres. Mais est arrivé un point où les Autochtones étaient tellement pauvres et affamés qu'ils ne pouvaient plus rien donner. Donc ils ont perdu leur pouvoir de diplomatie avec ça. Il n'y avait plus de moyens d'interagir avec les colons. Donc c'est comme si la colonisation leur a enlevé pratiquement ce qui faisait leur humanité. Ce qui leur restait, ils ont été obligés de le cacher pour pas se le faire prendre. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus de très amicales à très un peu secrets et renfermés. Même aujourd'hui, ça change. Ça change parce qu'il y a une reconnaissance quand même non seulement de la présence autochtone, mais du droit autochtone sur le territoire. Quand j'ai commencé ma recherche, moi, il y a 25 ans, personne ne voulait entendre le fait que le territoire appartenait aux Autochtones. Maintenant, tout le monde autour de nous le disent. Ah ben après tout, on est en territoire Micmac. Bon, c'est déjà un début. Il faudrait que tous les peuples qui revendiquent une indépendance se mettent ensemble et proposent aux Nations Unies une sorte de code, de processus vers une indépendance. Si les gens votent en telle proportion, disons majorité absolue, alors là, ils ont franchi comme une première étape et le pays englobant est obligé de trouver des accommodements. Puis, je pense souvent au modèle scandinave. Ce sont des pays absolument indépendants les uns des autres, mais ils sont très unis au point de vue économique, ils s'entraident beaucoup. Alors, parce que pourquoi le Canada a peur de perdre le Québec? C'est pas parce que les Canadiens aiment les Québécois, c'est parce que le Québec représente une bonne partie du PIB, puis le Canada ne voudrait pas perdre ça. Historique aussi. Comment? Historique aussi. Historique aussi. Le Canada a besoin, dans mes 22 ans en Ontario, combien d'Ontariens j'ai entendu me dire que si le Canada perdait le Québec, il n'y aurait plus rien qui les distinguerait des États-Unis et qu'ils ont besoin de nous pour monter leur figure de proue pour faire identitaire. Allora, potete dare il vostro parere sulla toponimia Micmac Ojibwe? Oui, la toponymie Micmac, celle qui est officielle, bien sûr, elle est là pour rester. Là, il y a quand même une bonne quantité dans la toponymie du Québec en Gaspésie. Matapédia, Amkoui, Micoalcha, Cosapiscal, Assamet-Quaran, Paspébiac, etc. Celle-là, elle est là pour rester. Celle qui a été effacée, mais
qu'on possède encore dans des répertoires. Personnellement, j'espère beaucoup qu'elle soit réinstaurée dans le paysage à travers une toponymie bilingue, minimalement. Comme ça se fait dans la province au sud de Nouvelle-Écosse, ils ont déjà commencé à bilingualiser la toponymie Mi'kmaq anglais. Et d'ailleurs, quand on arrive à la frontière du Nouveau-Brunswick, il y a une grande affiche qui dit « Vous êtes maintenant… » non, pas du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, qui dit « Vous êtes maintenant en territoire Mi'kmaq ». C'est là, c'est pas le gouvernement qui l'a mis, ce sont les Mi'kmaq, mais le gouvernement a accepté ça. On voit ça en Écosse, on voit ça en Irlande, je pense qu'on le voit en Bretagne aussi, alors il serait temps que nous aussi, on restaure les anciens toponymes Mi'kmaq. Les Mi'kmaq sont prêts à ça. Il y a des personnes non Mi'kmaq sur le territoire qui sont prêtes aussi. Par exemple, le maire de Bonaventure, à qui j'en ai parlé, est très réceptif. Mais la commission de toponymie est très conservatrice, très frileuse. Mais il faut pousser. À chaque fois que donner un petit coup, ça va finir par faire évoluer. Mais autrement, il n'y aura pas de nouvelles toponymies Mi'kmaq autres que dans les réserves. Par exemple, dans les réserves, maintenant, toutes les rues sont nommées en Mi'kmaq. Les signes comme stop, ralentissez sont en Mi'kmaq. Alors, c'est un peu une forme de toponymie qui apparaît, qui est entièrement nouvelle, mais leurs territoires ne vont pas s'agrandir tellement. Alors, par contre, c'est sûr qu'on ne voudrait pas envisager une toponymie entièrement Mi'kmaq, parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, il y a eu un métissage culturel dans nos contrées, et ce métissage-là se reflète encore mieux quand il y a une toponymie bilingue ou qu'il y a des toponymes français et des toponymes Mi'kmaq, ce qu'on a en ce moment. Alors, l'avenir de la toponymie Mi'kmaq, ça passe par la commission de vérité et réconciliation. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est que il y a eu dernièrement, puis ça fait 2-3 ans peut-être, le gouvernement fédéral avait commandé une commission d'enquête qui s'est appelée la Commission sur la vérité et la réconciliation, et les recommandations de cette commission sont de restaurer la vérité par rapport au traitement qui a été fait aux Autochtones par les gouvernements successifs, et que la restauration de cette vérité-là amène à une véritable réconciliation. C'est un très grand idéalisme, mais juste le fait d'en parler, ça a réveillé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de Blancs de notre entourage qui dit « Oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait une réconciliation, mais il ne peut pas en avoir si on ne connaît pas la vérité. » Alors, restaurer les noms de lieux, ça serait une façon de restaurer la vérité, ça serait une façon de rendre les Blancs plus respectueux de leurs compatriotes autochtones, parce que ça leur donnerait vraiment la sensation qu'ils sont arrivés après et que c'est grâce à la gentillesse des Autochtones si les Blancs ont pu s'installer et faire un pays avec ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Oui. Voilà. Allora, un'ultima domanda. Potete dare il vostro parere alla socio di Miroga e a situazioni di accorsi oggi? Oui, bonne question, merci. Oui. D'abord,
Alors, je suis très contente de savoir que quelqu'un fait ce travail-là. Pour la simple raison que peut-être que je vais chercher loin, là, mais personnellement, je pense et je crois que si on veut avoir une humanité plus humaine, il faut absolument se connaître les uns les autres. Et le seul moyen de se connaître les uns les autres, c'est si chacun, on peut dire qui on est. Michel Foucault a dit ça. C'est à chacun de se définir soi-même. Il n'y a personne qui peut nous définir à notre place. Et une étude comme l'étude de la toponymie corse, c'est ultimement important parce que c'est vraiment une des façons de restaurer l'histoire, donc de restaurer la vérité. Si on ne peut pas donner une vision honnête, lucide et véridique de notre histoire, les autres ne pourront jamais nous connaître. Et je vais revenir sur la vision du monde Micmac. Nous, on sait, hein, dans la christianité, Dieu a fait Adam et Ève, puis il les a mis dans un paradis. La première chose qu'ils ont fait, ils ont désobéi. La deuxième chose qu'ils ont fait des enfants, puis il y en a un des enfants qui a assassiné l'autre. C'est de là qu'on est né. C'est notre récit. C'est nos fondements. En plus, dans notre récit de la création, Dieu a dit à Adam et Ève d'aller découvrir le monde, de nommer toutes les espèces qu'ils rencontreraient et de dominer le monde. C'est ça. C'est qui on est. Chez les Micmacs, le premier humain, c'est Glooskap, qui est un peu comme Adam, c'est-à-dire qui surgit du limon de la terre, mais lui, il est le produit du soleil, de la rencontre du soleil et de la lune qui ont eu une union féconde, et la matrice, c'est la terre, donc Glooskap est sorti de la terre. Et Glooskap, la première personne qu'il rencontre est un cousin qui lui dit « Ah, mais là, tu viens juste de naître, il va falloir que tu puisses te nourrir, et pour te nourrir, il va falloir que tu demandes la permission à l'esprit des animaux. Je peux intercéder pour toi. » Alors, c'est ce qu'ils font. Ils vont voir l'esprit des animaux, demandent la permission, l'obtiennent. Après quoi, ils font une fête pour remercier et pour célébrer. Et Glooskap devient plus humain après cette rencontre. Deuxième rencontre, c'est un autre personnage qui répète la même chose, mais avec l'esprit des créatures marines. Après quoi, ils font une fête de reconnaissance et un festin. Et Glooskap, ayant acquis ces nouvelles connaissances, devient plus humain. Ça continue comme ça. Dans la vision du monde Micmac, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on apprend à connaître quelqu'un, on devient plus humain. Et c'est dans ce sens-là que je veux peut-être terminer l'entrevue, de dire, il faut que vous, les Corses, vous avanciez dans la lumière, sur la scène humaine, pour vous faire connaître tel que vous êtes. Toute entreprise que vous allez faire, toponymie ou quoi que ce soit d'autre, c'est un bien pour l'humanité. Alors, chapeau, allez-y. Vi ringrazio, era a squadra Imeloga al di là di nostri frontieri, a presto in Corsica. E me loga sua parti ai monta e me passa sua pesi a ovvio lo che sempre va.